Bonne année à tous, je suis ravi de vous accueillir pour une belle conférence sur les relations entre Zanzibar, Oman et les États-Unis. Est-il possible de tirer de l'histoire de ces relations un parallélisme avec l'arc atlantique? C'est un grand courant d'air de 10 000 km que je vous propose pour démarrer l'année 2022. Alors, comment effectivement entrevoir ce sujet ensemble, le regarder à l'aune des échanges maritimes qui ont existé, et en particulier d'une région extrêmement intéressante qui est l'archipel de Zanzibar. J'ignore si vous situez cet archipel sur une carte, mais il est à la croisée de routes maritimes et on va le regarder ensemble à travers ce grand courant d'air de plus de 10 000 km pour démarrer l'année 2022. Bienvenue à tous. Cette conférence est également enregistrée et elle sera restituée en vidéo pour les participants qui auraient manqué quelques séquences. Alors, pour préparer cette conférence, je me suis appuyé sur un certain nombre de travaux, de visites que j'ai pu réaliser pendant une expérience d'expatriation au Sultanat d'Oman et également de plusieurs séjours et de plusieurs voyages en Tanzanie, en particulier sur l'île de Zanzibar, mais également à Dar es Salaam. Alors, pour aborder le sujet d'aujourd'hui, il existe un musée extrêmement complet que je vous invite à découvrir et qui, si vous êtes de passage dans la région du Golfe Persique, vous apportera un panorama extrêmement intéressant des relations euro-américaines qui ont pu exister avec cette région du monde. Vous avez ici en photo le nom de ce musée, le Omani French Museum, le musée franco-omanais qui est à Mascate et qui est une étape extrêmement intéressante pour bien comprendre l'environnement riche et complexe des échanges maritimes. Et ce musée en particulier met en lumière une affaire assez mystérieuse qu'on a appelée l'affaire des boutres de Mascate, qui a donné suite à une décision arbitrale extrêmement intéressante et qui vous montre à quel point finalement l'interdépendance entre les continents a été extrêmement forte. Alors, le sujet de la conférence d'aujourd'hui, il est aussi peut-être à alimenter dans le travail d'un certain nombre de think tanks qui ont une approche intellectuelle extrêmement intéressante sur ce qu'on appelle les relations East-West, les relations qu'on pourrait appeler Orient, Extrême-Orient et Occident. À ce titre, aux États-Unis, il existe un think tank qui est extrêmement intéressant sur ces sujets, qui publie des travaux extrêmement intéressants sur les relations, en particulier entre l'Asie et le monde occidental. C'est le East-West Center, dont vous avez le logo ici sur cette slide, et qui est basé à Hawaï. Hawaï, qui est justement un trait d'union extrêmement intéressant sur ces relations East-West. Ensuite, je voudrais aussi mentionner sur le sol africain l'existence d'une autre organisation, un centre de réflexion extrêmement intéressant qui s'appelle The Atlantic Dialogue et dont le créneau intellectuel se résume autour de cette formule que vous avez ici, Think, Stimulate and Bridge. Et ces trois notions, peut-être, vont aussi nous guider aujourd'hui autour de cette conférence. Enfin, je voudrais aussi rappeler l'existence à Nantes de l'Institut d'études avancées, situé aujourd'hui dans un quartier en plein mouvement, à proximité de l'accès sud de la gare de Nantes, du quartier des affaires Euro-Nantes qui est en train d'émerger. Et cet institut d'études avancées propose des programmes en résidence pour accueillir des chercheurs et essayer de faire vivre ce que l'Institut appelle le South Global. Et finalement,
le travail intellectuel qui est mené par ces différents instituts de recherche, ces think tanks peut-être nous guident aujourd'hui pour appréhender le sujet. Alors, vous l'avez découvert sans doute en lisant effectivement le petit communiqué, le conducteur pour cette conférence. Nantes a accueilli de grands personnages des relations transatlantiques, des personnages précurseurs, des personnages pionniers, et en particulier, nous avons tous en mémoire le passage d'un insurgent américain qui, à l'époque, voulait atteindre Nantes et qui, malheureusement, en raison de mauvaises conditions liées à une tempête, accostera dans le port de Saint-Goustan, dans le Morbihan, le 4 décembre 1776, c'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin qui vient chercher et solliciter de l'aide, des soutiens pour accompagner le mouvement d'indépendance lié à la Révolution américaine. Et il est de passage à Nantes pour à la fois acheter des armes, obtenir des munitions, préparer un plaidoyer qu'il prépare à Versailles. Et finalement, c'est une période qui est extrêmement intéressante parce qu'elle ouvre des relations intellectuelle, philosophique, stratégique entre la France et les États-Unis. Ce qui résume assez bien finalement la devise de Nantes que vous avez ici sur cette slide, Neptune sourit aux audacieux. Et c'est une source d'inspiration extrêmement intéressante pour le débat d'idées. Et on va voir comment finalement Neptune a aussi ouvert très largement un faisceau de contacts, de réseaux entre l'arc atlantique, les États-Unis et en particulier Zanzibar. D'abord, Nantes a toujours été reliée sur l'arc atlantique et en relation même avec la Manche, avec un certain nombre de villes, de ports qui étaient des grandes cités marchandes. Je pense en particulier à La Rochelle, des contacts très importants aussi avec des ports de la Ligue hanséatique et également de grandes cités corsaires. Je voudrais vous parler tout particulièrement de Saint-Malo. Saint-Malo qui, on l'a souvent oublié, a aussi de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, sur les bords du lac Borgne, une cité lacustre qui porte aussi ce même nom et qui a été, aux États-Unis, ça doit faire assez sens, l'un des premiers lieux d'établissement de la communauté philippine sur le sol américain. Alors, comment comprendre les relations et les échanges qui ont pu exister, en particulier avec l'océan Indien et en particulier avec l'archipel de Zanzibar? D'abord, vous dire que sur la route des épices, les Nantais sillonnent les mers du globe et ont très bien compris, en observant finalement les Portugais et les Hollandais, qu'en passant le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, il existe une région qui est un véritable carrefour, qui est l'océan Indien, qui est à la fois une toile économique et culturelle exceptionnelle, qui peut offrir des opportunités d'affaires et de partenariats extrêmement intéressantes avec les ports de l'arc atlantique. Et à cette époque, le canal de Suez n'existe pas. On va voir comment cela va fortement faire évoluer la position de Zanzibar. Et ce passage par le cap de Bonne-Espérance, en copiant finalement les routes qu'ont déjà empruntées les Hollandais, positionne l'archipel de Zanzibar en particulier et d'autres villes et cités-États de l'océan Indien comme des carrefours privilégiés entre l'Europe et le reste du monde, et en particulier les routes du commerce avec l'Orient dans ce contexte. Alors, il y a une formule tout à fait intéressante à étudier et qui est en quelque sorte la devise en latin d'une île que certains connaissent peut-être, qui est Maurice. Très rapidement, les réseaux marchands nantais ont très vite compris, alors les Malouins aussi l'avaient très bien identifié, je pense aussi à d'autres cités marchandes
du côté de Bordeaux et de La Rochelle, avaient très bien compris le rôle stratégique que pouvaient avoir des îles dans l'océan Indien, et en particulier la fonction de jouer un rôle d'étoile et de clé de l'océan Indien. On va y revenir parce que toujours aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fortement construit l'image de beaucoup d'îles, et cette notion d'étoile et de clé de l'océan Indien constitue la devise de l'île de Maurice aujourd'hui. Sur cette carte, ce que vous pouvez apercevoir, ce sont les tafs, c'est-à-dire tous ces îlots, ces confettis qui représentent aujourd'hui la France australe. Les tafs, ce sont les territoires austral et antarctiques français. Alors, peut-être que certains ont eu l'occasion de voir au château de Nantes cette exposition sur les oubliés de Tromelin. Eh bien, vous voyez ici, sur cette carte, je ne sais pas si elle est très visible à l'écran, en tous les cas, en retrouvant les noms des îles de Saint-Paul, d'Amsterdam, de Crozet, eh bien, ce sont véritablement ces îlots qui composent aujourd'hui les différents districts des territoires austral et antarctique français. Alors, en marchant sur le Sultanat d'Oman, j'ai voulu retrouver effectivement des relations euro-américaines qui auraient pu exister avec cette région du monde, et en particulier avec la position stratégique de Zanzibar. Il existe en particulier un ouvrage exceptionnel qui vous permet de bien comprendre à quel point finalement Zanzibar a été un carrefour multiculturel exceptionnel et une île qui a été finalement au cœur de la diplomatie des échanges et qui a d'une certaine façon animé une sphère d'intérêt tout à fait atypique. Zanzibar a été pendant longtemps un sultanat arabe organisé dans une structure totalement féodale et qui, ça fait le lien avec Nantes, avait un passé esclavagiste extrêmement fort, des relations de commerce en lien avec l'Afrique de l'Est à travers le commerce de l'ivoire, des relations avec la route des épices à travers de grandes plantations, des plantations de girofliers, d'indigotiers, et cette grande richesse va stimuler un commerce extrêmement prospère, à la fois avec l'Inde, avec l'Afrique, avec l'Europe, et également avec les États-Unis. Ce qui va amener un certain nombre de puissances européennes à vouloir à la fois s'intéresser à une présence. Ça sera d'abord l'installation d'un consulat britannique à partir de 1840, un consulat français à partir de 1844, et la visite, on va le voir, d'un certain nombre d'explorateurs, de missionnaires, et en particulier un missionnaire allemand. Je voudrais vous parler en particulier de cette présence allemande parce qu'elle va nous aider à comprendre comment finalement la présence américaine s'est aussi développée sur Zanzibar, dont vous voyez ici la carte qui montre assez bien finalement ce rôle de trait d'union assez exceptionnel entre les routes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Afrique de l'Est. Alors, nous avons un témoignage assez exceptionnel qui nous permet de bien saisir ces relations entre Zanzibar et l'Occident. Il existe une autobiographie qui s'appelle « Mémoire d'une princesse arabe » et qui a été publiée en Allemagne en 1886, puis dans d'autres pays. Et cette œuvre constitue à l'époque un témoignage autobiographique, assez exceptionnel d'une femme, d'une princesse de Zanzibar qui va épouser un négociant allemand. Et l'œuvre va paraître en France en 1905, qui est une année intéressante parce que à cette époque-là, un écrivain, un explorateur orientaliste ouvre finalement nos yeux sur un monde d'échange tout à fait fascinant qui est l'Orient, c'est Pierre Loti. Et Pierre Loti, à cette même époque, va aussi publier un certain nombre d'œuvres, et je pense en particulier
à la grande corrélation qu'on peut trouver entre l'œuvre autobiographique d'Emily Ruate et Pierre Loti. Je pense à cette œuvre qui s'appelle Les Désenchantés, roman des harems turcs contemporains, et qui montre à quel point finalement l'orientalisme est extrêmement à la mode, mais peut-être que ce qui illustre de manière beaucoup plus authentique la démarche littéraire de cette princesse de Zanzibar devenue allemande, c'est le portrait extrêmement fin qu'elle va pouvoir réaliser, des jeux d'acteurs, des relations qui vont se développer depuis Zanzibar. Alors, cette princesse à Zanzibar va faire la connaissance d'un marchand allemand âgé de 5 ans, son aîné, qui arrive en fait sur cette île directement depuis une ville, un grand port d'Europe du Nord qui est Hambourg et qui fait partie finalement des ports allemands extrêmement actifs dans les transactions et le commerce maritime avec l'océan Indien. Vous avez en particulier au Sultanat d'Oman une université, le German University of Technology, qui a réalisé un musée mettant justement en scène toute la constellation de ces échanges et qui a réalisé un film tout à fait intéressant et dont vous voyez ici en photo le portrait de l'arrivée de ce jeune Allemand sur les côtes de Zanzibar. Il va être épris, amoureux de ces jeunes princesses et rapidement leur relation qui débouchera sur une grossesse va amener ce couple à se retirer et à rechercher d'abord une sécurité dans le port d'Aden, au Yémen, qui à l'époque jouit d'un protectorat britannique et amènera progressivement ce couple à revenir en Europe et à s'établir durablement en Allemagne. Plusieurs enfants, plusieurs héritiers vont garder des liens extrêmement actifs avec l'océan Indien, avec le Moyen-Orient. Je voudrais vous parler tout particulièrement d'un personnage qui porte le nom de Rudolf Saïd Rete et qui, en fait, va être un peu au cœur des tractations entre Allemands et Britanniques, à la fois dans cette région si stratégique de l'océan Indien. Et il décidera de s'installer à Londres à la fin de sa carrière en travaillant comme journaliste et écrivain et cherchera par la suite aussi à bien concilier les intérêts juifs et arabes en Palestine. Ce qu'il est intéressant de bien comprendre, c'est que le sultanat d'Oman et Zanzibar ont été en fait au cœur d'une route stratégique qui a été le commerce de l'encens. Et vous voyez ici sur cette carte, avant finalement le christianisme, ce commerce de l'encens a structuré des relations extrêmement étroites entre en particulier le port de Salalah et la Palestine. Ce qui montre à quel point finalement la démarche qu'a eue par la suite Rudolf Saïd s'inscrit profondément dans le passé et dans la croisée de plusieurs échanges. Alors, il existe un monument funéraire à la mémoire justement de cette princesse allemande de Zanzibar que vous pouvez retrouver à Hambourg et qui est restée en fait extrêmement nostalgique et qui a porté un regard assez subtil sur les jeux d'acteurs et la présence des puissances occidentales dans l'océan Indien. Elle a été à ce titre plusieurs fois sollicitée par le chancelier allemand pour essayer de modérer les ambitions coloniales des puissances européennes qui étaient actives, en particulier les Britanniques. Et son témoignage, je vous invite à parcourir son œuvre, permet de comprendre de manière assez fine la place des relations et des entreprises euro-américaines dans l'océan Indien. Je vous ai mentionné GUTech, ce musée témoin qui nous permet de nous plonger dans ces relations euro-américaines et qui, notamment avec le Musée national d'Oman,
met en lumière les relations qui ont pu exister, en particulier avec les États-Unis. Ici, en photo, vous avez le personnage d'un premier diplomate qui va établir justement des liens avec cette jeune nation émergente sur le sol nord-américain qui constitue les États-Unis d'Europe. Et très rapidement, les Américains et les Européens vont développer des relations de commerce autour d'un certain nombre de matières premières à Zanzibar. Et il y a en particulier une matière noble qui intéresse à la fois les Américains et les Européens des deux côtés de l'Atlantique, c'est l'ivoire. L'ivoire qui permet la fabrication d'un certain nombre d'articles comme les peignes, les marque-pages, les massicots, les boutons, les peignes fins et même des boules de billard et des claviers de piano. Et vous savez que cette fabrication de produits en ivoire a été extrêmement lucrative aux États-Unis et on considère qu'entre 1851 et 1864, la vente annuelle de peignes et de claviers de piano en ivoire s'élevait à 1 million de dollars. Et par la suite, les États-Unis sont devenus l'un des grands fabricants du monde. Alors, vous avez ici de vieilles photos d'archives qui illustrent l'importance de ce commerce de l'ivoire à Zanzibar et qui va amener à la fois puissance européenne et américaine à s'établir durablement, à s'intéresser à l'importance de ces comptoirs sur l'océan Indien qui constitue un trait d'union tout à fait intéressant entre Afrique, océan Indien et Moyen-Orient. Très vite, je vous ai parlé de cette présence allemande, mais également une présence américaine qui va s'intéresser à une gomme qui est en réalité une résine dont Zanzibar va très vite en développer le monopole du commerce, qui est la gomme de copal. Alors cette gomme, en fait, qui existait aussi notamment sur la côte occidentale du Mexique et en Nouvelle-Zélande, était un produit très recherché et on l'a beaucoup utilisé notamment pour produire des vernis. Et cette gomme, alors qui pourrait être associée à la résine qu'on retrouve sur un certain nombre d'arbres à encens, en particulier dans la région d'Ofar, c'est-à-dire la région de Salalah, au Sultanat d'Oman, eh bien, Zanzibar va se positionner comme un véritable carrefour d'affaires pour à la fois exporter cette résine vers des prescripteurs nord-américains, mais également en relation avec les ports d'Hambourg et des ports indiens. Et finalement, ce produit, comme l'ivoire, va passer par différents intermédiaires et vous avez la capacité assez exceptionnelle du marché de Zanzibar qui va polariser en quelque sorte les échanges et à la fois intéresser des marchands américains et européens. Alors, je vous remets sur la carte ici les échanges historiques autour du commerce de l'encens. Parce que finalement, cette résine a aussi eu des relations depuis le monde antique extrêmement fortes. D'abord parce qu'avant le christianisme, finalement, le commerce de l'encens était extrêmement développé pour un certain nombre de rites. Il s'exportait depuis Salalah jusqu'en Palestine et Zanzibar, dans l'océan Indien, va profiter de l'arrivée des Européens par le cap de Bonne-Espérance pour développer une position de poste avant-gardiste dans le commerce avec justement cette route si convoitée qui est la route des épices, où finalement Américains et Européens, en particulier les Allemands, se font une concurrence acharnée et il va à ce titre susciter l'intérêt d'un certain nombre de naturalistes qui vont se demander si, comme Pierre Poivre, il ne serait pas possible d'incuber un certain nombre
de semences, de plantes, et de nombreuses tentatives, en particulier dans l'archipel des Mascareignes, vont amener des Nantais à s'intéresser à la botanique, à s'inspirer des travaux d'un certain nombre de chercheurs, de naturalistes, en particulier Pierre Poivre. Et on va, de la même façon que le premier or noir de l'époque dans le golfe Persique, mais aussi dans l'océan Indien, était le café, eh bien, on va s'intéresser à la croissance de certains arbres, à la capacité à développer de l'horticulture. Et vous savez qu'un certain nombre de plantations seront aussi développées par des Nantais, notamment dans l'île de la Réunion. En regardant avec beaucoup d'intérêt ce que développent les Hollandais dans ce domaine, qui était très, très présent dans cette région, d'abord parce qu'ils avaient identifié, comme en Afrique du Sud, un positionnement extrêmement intéressant de comptoir qui leur permettait d'atteindre la destination finale de Batavia, les Indes néerlandaises. Eh bien, Zanzibar va avoir une relation extrêmement bienveillante vis-à-vis à la fois des Américains et des Européens. Et bien que les Britanniques chercheront en permanence à y établir une position de protectorat britannique, à la fois avec la concurrence des Allemands qui était extrêmement forte et qui souhaitaient notamment s'établir dans la région des Grands Lacs, eh bien, les autorités de Zanzibar vont avoir à cœur à développer un véritable carrefour multiculturel d'accueil qui permettent de développer des opportunités d'affaires extrêmement intéressées et intéressantes pour les familles établies dans le commerce depuis Zanzibar. Alors, d'autres produits exotiques qui vont aussi intéresser les échanges entre les rives de l'Inde, de l'Europe et les États-Unis. Je voudrais à ce titre vous citer un exemple assez iconoclaste qui, notamment dans les produits exportés en direction de l'Europe et des États-Unis, figurait de la dent d'hippopotame, qui était en particulier utilisée par les Européens pour les dents artificielles. On les échangeait contre d'autres denrées, je pense en particulier aux perles, qui était aussi un commerce extrêmement lucratif. Et ces fameuses dents d'hippopotame vont aussi intéresser de grandes cités commerçantes, en particulier le port d'Hambourg que je vous citais en Allemagne. Alors, une autre matière extrêmement intéressante qui va aussi avoir des liens avec à la fois les Français et les Américains, c'est le cuir. Le cuir qui était exploité, en particulier la peau et le cuir de bœuf. Et les Américains avaient une très grande demande de bœuf et de vaches importées de l'intérieur du continent et vont tirer de très gros bénéfices de ce commerce, d'abord en relation avec Madagascar. Vous savez qu'il y aura un certain nombre de comptoirs américains qui seront notamment installés sur cette grande île de l'océan Indien, et ensuite, plus tard, avec Zanzibar. Alors, ce commerce du cuir, ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi alimenté finalement la présence sur une autre île, c'est Cuba, c'est la Havane, parce que ce cuir était aussi nécessaire pour fournir et alimenter le développement de cette île, et en particulier le besoin en bœuf servait également à nourrir les esclaves cubains dans les plantations. Alors, ce commerce, en particulier avec Zanzibar, on a parlé d'un certain nombre de matières premières, va aussi développer des échanges orientés sur du tissu, des échanges également en relation avec la perle. Alors ça, c'est intéressant parce que la perle a eu, bien entendu, des liens très forts avec les puissances du Golfe et les relations également d'armement. Parce que le commerce des armes va aussi être extrêmement important entre le sultanat
de Zanzibar et d'Oman. Et ce qui va sans doute aider les Américains à se positionner à Zanzibar, c'est essentiellement la qualité du tissu américain qui était connu à Zanzibar à travers un nom populaire qu'on appelait mercani et qui va finalement devenir prépondérant et mettre en échec un certain nombre de sociétés britanniques qui, elles aussi, exportaient un grand nombre de quantités de coton vers Zanzibar, mais très rapidement, les positions américaines et indiennes sur le coton vont devenir prépondérantes. Alors, d'autres produits d'importation à Zanzibar, je vous ai cité la perle, on pense également à d'autres objets, en particulier des objets de pacotille, des couteaux, des rasoirs, des feux d'artifice, des aiguilles, des bibelots, qui, elles, arrivaient en particulier des courants d'affaires britanniques et notamment de Birmingham. Et puis, dans les échanges en relation avec les États-Unis, la France et l'Inde, il faut également citer l'importation très importante de savon. Alors, comment comprendre finalement ce système d'échanges commerciaux? Comment a-t-il fonctionné? Quels ont été les jeux d'acteurs qui ont pu exister entre ces maisons de commerce? Très rapidement, ce sont des entrepreneurs indiens qui vont servir d'intermédiaires dans ces relations-là. Ils vont être des facilitateurs, ils vont permettre de nouer des alliances, des jeux d'acteurs et permettre aussi de structurer en quelque sorte des entreprises commerciales euro-américaines. Vous avez ici sur cette slide des noms d'entreprises extrêmement renommées à cette époque qui vont en particulier structurer les échanges avec des ports de la Ligue hanséatique, en particulier Hambourg, des ports de l'Arc Atlantique et même des ports méditerranéens, en particulier le port de Marseille. Et en la période 1820, Majinga va être un port de Madagascar extrêmement intéressant pour les Américains pour s'établir et approcher en particulier leur présence à Zanzibar. Alors, progressivement, cette présence américaine va s'intensifier. On a recensé entre 1832 et 1834 32 à 41 navires visitant le port de Zanzibar et qui étaient américains. La provenance de ces bateaux venait de plusieurs ports. D'abord Salem, dans le Massachusetts, New York, mais également le port de Boston. Et un traité d'entente va être conclu à partir de 1833 et va considérablement accélérer les échanges maritimes entre Zanzibar et les États-Unis. Ici, vous avez un bateau, je vais y revenir parce qu'il va avoir un rôle extrêmement spécifique. D'abord parce que le sultan Saïd va très vite prendre conscience qu'il doit diversifier au maximum ses relations commerçantes et y développer ses propres affaires. Il va envoyer dans les pays occidentaux un certain nombre de bateaux qui seront en quelque sorte des VRP pour attirer des courants d'échange à la fois entre l'Europe mais aussi avec les États-Unis. Et vous avez justement ici en photo ce bateau qui est parti de Zanzibar pour faire escale à New York. Alors, il y aura des entreprises européennes tout à fait similaires, puisque vous savez que des visites de grands bateaux vont aussi accoster au port de Marseille, se rendront également à Hambourg. Et finalement, ces bateaux qui sont en quelque sorte des vitrines vont encourager des maisons de commerce à s'établir durablement et à ouvrir des comptoirs, des agences et à développer de nouveaux courants d'échange. 1840, le sultan Saïd envoie une délégation à New York. Et finalement, cette période correspond à une grande période d'âge d'or et de prospérité avec des maisons de commerce à la fois américaines mais aussi européennes et une très grande diversification aussi d'un certain nombre de produits.
le beurre de sésame, l'huile de coco, des produits oléagineux, pardon, des graines d'huile, qui intéressent de plus en plus négociants américains et européens. Alors, est-ce que l'ouverture, en quelque sorte, du canal de Suez en 1869 ne va pas modifier en profondeur la nature de ces échanges? Zanzibar, qui avait en fait occupé une position stratégique avec le passage des bateaux par le cap de Bonne-Espérance, va se retrouver finalement dans un nouveau jeu d'acteurs avec le canal de Suez, parce que finalement les Européens vont gagner dans leur accessibilité et vont devenir de manière beaucoup plus stratégique reliés à l'océan Indien grâce au canal de Suez. Et en quelque sorte, la concurrence va aussi beaucoup évoluer et cela va peut-être modifier aussi, en quelque sorte, le positionnement transatlantique des échanges avec l'océan Indien. Et ce sont des maisons de commerce, en particulier marseillaises, qui vont en tirer un très grand profit. Alors, vous pouvez, si vous êtes à la fois en voyage en Tanzanie, mais aussi au Sultanat d'Oman, retrouver énormément de traces de ces échanges. Mais je dirais qu'aujourd'hui, finalement, ce sujet reste aussi très largement en quête de témoignages pour mieux comprendre l'importance de l'économie bleue, les interdépendances qui se sont faites entre l'océan Indien et le Golfe Persique, et comment finalement, peut-être que demain, cette très riche histoire pourrait aussi faire naître de nouveaux échanges. Je vous ai parlé de la venue à Nantes et de ces échanges très forts entre les États-Unis et l'arc atlantique qui ont été inaugurés grâce à Benjamin Franklin. Eh bien, finalement, la Révolution américaine va aussi précéder un très grand mouvement qui va avoir une très grande influence philosophique en France, qui est ce mouvement d'ouverture, ce progressisme marqué à travers les Lumières. Eh bien, vous avez aujourd'hui, dans de nouvelles capitales qui se veulent finalement les grands carrefours du Moyen-Orient, de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est, je pense en particulier à Dubaï et à son exposition universelle qui se déroule actuellement, vous avez sur le pavillon France, dans le cadre de cette exposition universelle, la mise en valeur de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est ce dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, et qui nous invite peut-être à réfléchir à de nouvelles formes de témoignages, de nouveaux mouvements encyclopédiques qui pourraient peut-être écrire cette grande histoire de migration. Et à ce titre, je voudrais vous parler d'un projet tout à fait atypique qui s'appelle l'Encyclopédie des migrants et qui a consisté à réaliser une histoire intime des migrations de l'arc atlantique à travers des histoires de vie et qui a associé un réseau de 8 villes de l'Europe entre le Finistère breton et Gibraltar. Et finalement, ce travail d'encyclopédie des migrants illustre à merveille combien il existe encore aujourd'hui une coexistence de cultures assez différentes, des identités extrêmement composées qui font le cosmopolitisme des échanges et qui nous permettent de mieux saisir finalement cette approche sensible de la distance. Vous avez ici les références de ce projet, si vous souhaitez également vous y intéresser. Et cette encyclopédie des migrants rassemble 400 lettres originales qui ont été données à un certain nombre de services d'archives dans plusieurs villes de l'Ouest, qui ont travaillé de concert avec les villes de Rennes, où est présent le consulat des États-Unis pour le Grand Ouest de la France, mais également à travailler avec Nantes. Et peut-être que ces relations parfois méconnues avec Zanzibar pourraient aussi être mises en lumière à travers des projets tout à fait analogues. Et je pense que cette encyclopédie des migrants pourrait aussi se relier avec un certain nombre d'odyssées culturelles qui existent toujours à Zanzibar. Vous savez qu'il existe un festival international qui notamment s'est fait connaître dans le domaine du cinéma. Eh bien, certainement à travers de nouveaux emblèmes, nous allons peut-être pouvoir co-construire
de nouvelles toiles économiques et culturelles. Ici, vous avez une toile assez remarquable qui est exposée au Louvre à Abu Dhabi. Vous savez que ce projet du Louvre est au cœur d'un formidable district culturel dans une île artificielle qui s'appelle Sandia Island et qui va accueillir aussi de grandes institutions culturelles américaines. Je pense en particulier au Guggenheim Museum. Vous avez également un certain nombre d'universités américaines très présentes à Abu Dhabi. Eh bien, peut-être que ce sont des inspirations pour imaginer demain des relations avec le Moyen-Orient et avec l'océan Indien, un pont entre les civilisations comme le fait la Sorbonne présente à Abu Dhabi. Eh bien, Zanzibar est peut-être une invitation à construire de nouvelles odyssées dans les énergies du futur et c'est peut-être l'enseignement que nous pouvons tirer de cette expérience et ce partenariat qui s'est développé avec la route des Indes et du Moyen-Orient. C'est peut-être aussi l'inspiration du pavillon France, Lumière Lumière, qui invite aussi à avoir de nouvelles inspirations culturelles, philosophiques, pour imaginer un monde de projets demain en relation avec les philosophes, avec les inspirations aussi nord-américaines